Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Immo, le podcast qui décrypte l'immobilier sans tabou, ni jargon inutile, mais avec beaucoup de rigueur, et ça j'y tiens beaucoup, et vous le savez si vous avez l'habitude de m'écouter. Alors aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui concerne de nombreux propriétaires, c'est la déclaration d'impôt sur le revenu qui approche, comment on va déclarer les loyers encaissés, question évidemment essentielle. Mais dans cet épisode, je vais plutôt m'intéresser à celles et ceux qui font du meublé pour compléter leurs revenus. C'est-à-dire qu'en fait, pas les gros investisseurs, voilà, c'est pas que je les aime pas, mais disons que je pars du principe parfois que ces gros investisseurs, ce sont des sachants, voilà, ils maîtrisent en général les règles fiscales, et ceux qui encaissent, quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros à l'année, ceux-là se posent souvent beaucoup de questions. Ils passent par une plateforme de type Airbnb, disons-le, le plus souvent ils passent par Airbnb, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Airbnb est chiche en information, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais en parler d'ailleurs quand l'épisode aura démarré. On n'a pas trop d'infos concernant sa déclaration d'impôt sur le revenu sur le site de Airbnb, ce qui pour moi est un peu limite honteux, voilà, osons dire les choses. Donc en fait, on va parler de cette catégorie de petits investisseurs. Voilà, alors il se pose beaucoup de questions, on a entendu parler de plafonds, de conditions, de régimes fiscaux, tout ça peut sembler un peu flou, des fois contradictoire, puis on entend des choses, des informations. J'ai déjà moi-même entendu dire des personnes: «Oui, mais en dessous d'un montant», alors des fois on me dit 2 000 €, 5 000 €, pas besoin de déclarer. Bon, c'est totalement faux, évidemment, même s'il existe quelques exonérations. Alors justement, on va parler aussi des exonérations. On va voir qu'il en existe, mais que le schéma est pas si simple que ça et que tout le monde, en fait, toutes les situations ne permettent pas d'en bénéficier. Alors en fait, que vous soyez adepte du Airbnb de manière occasionnelle, si vous êtes curieux de comprendre les subtilités de cette fiscalité immobilière, voilà un épisode qui est fait pour vous. On va parler dates, limites, plafond de loyer, cas concrets. Mais surtout, je vais vous donner quelques clés pour éviter les mauvaises surprises avec les impôts. Alors, on va parler exonération, ça je viens de vous le dire. Dit autrement, est-ce qu'on paye toujours des impôts si on a peu de loyer encaissé sur l'année? Je vais répondre à cette question. Bref, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti pour un tour d'horizon complet de la déclaration d'impôt de la location meublée et en particulier des exonérations dont on peut bénéficier. Passion Immo, épisode 114. C'est parti. Bien, alors nous allons décrypter cette fiscalité. Premièrement, date limite pour les déclarations. Ça approche. C'est entre le 23 mai et le 6 juin, selon les départements. On sait que la France a été découpée en 3 zones et que la date limite de déclaration de l'impôt sur le revenu, elle est échelonnée sur ces 3 zones, voilà, sur une quinzaine de jours environ. Bon, le mieux, selon l'endroit où vous habitez, allez consulter cette date de manière à pas la dépasser, ce qui serait un petit peu dommage. Comme je l'ai dit en introduction, je vais plutôt limiter mon propos sur celles et ceux qui ont une activité de location meublée plutôt réduite. En général, ce sont des gens qui louent une partie de leur habitation principale, une chambre ou deux par exemple, sur l'année, parfois de manière extrêmement modeste. Faut pas imaginer que tous ceux qui font du Airbnb le font de manière extrêmement importante. Je me souviens une fois avoir loué un Airbnb sur Reims parce que voilà, j'allais y donner des cours pendant une semaine quasiment, et je suis tombé sur quelqu'un qui avait une dizaine d'appartements qu'il louait en Airbnb. Voilà, bon, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui était à mon avis un petit peu dépassé vu l'état de propreté un peu douteux des appartements, mais bon, ça c'est un autre problème. Dans l'intro, je vous ai parlé un petit peu de Airbnb et moi je suis sidéré par le peu d'informations sur le site Airbnb concernant la fiscalité applicable.
Voilà, moi, très modestement, naïvement, je me dis: «Bah, tiens, un site comme Airbnb va donner des informations plutôt précises, détaillées sur ce qu'il faut déclarer, de quelle manière, et cetera». Non, il y a quasiment rien. Et il y a même cette impression, et qui, à mon avis, est un vrai souci, c'est que quelqu'un qui fait une recherche rapide sur Airbnb se dit, ben, finalement, est-ce que je dois déclarer les revenus? Bon, alors Airbnb nous dit que ils envoient des attestations en fin d'année, en fin d'exercice, pour informer, en tout cas, leurs clients, puisqu'il s'agit de clients, des sommes qui ont été encaissées grâce à la location, mais on aimerait bien, en tout cas en amont, avant de prendre la décision de location, qu'il y ait un minimum d'informations à ce sujet. Trop souvent sur Airbnb, on est renvoyé en fait à un forum d'usagers de Airbnb, d'utilisateurs de Airbnb, bon bah voilà, qui discutent entre eux pour donner des informations. Moi, ça me semble absolument pas sérieux. Ou alors, j'ai mal cherché, mais je crois pas. J'ai passé une demi-heure sur le site de Airbnb en me mettant à la place d'un contribuable lambda. J'ai quand même eu beaucoup de mal à trouver des informations. Donc, bah, je vais répondre à une première question qui, pourtant, est essentielle et fondamentale. Faut-il faire une déclaration? Oui, il faut faire une déclaration à partir du moment où je mets en location une partie de mon habitation principale quand je commence à faire de la location meublée, même modestement. Bon, voilà, ça, là-dessus, les choses sont claires. Existe-t-il, même si je vais parler d'exonération plus tard, existe-t-il un système en dessous duquel je n'ai pas à faire de déclaration? Ben non, hein, on va voir que les exonérations, quand elles existent, elles vont pas chercher très très loin. Donc il faut quand même que celui qui fait de la location meublée de son habitation principale à titre accessoire, vraiment pour un complément de revenu modeste, il faut qu'il parte du principe qu'il va devoir faire une déclaration et éventuellement payer de l'impôt. Je vous rappelle, je fais une petite parenthèse, je vous rappelle que en vous inscrivant dans les notes de l'épisode, j'ai mis le lien, vous pouvez vous inscrire pour recevoir un e-book gratuit sur les bases fiscalité immobilière, qui a pris un peu de retard, mais l'actualité était tellement riche ces derniers mois et évoluant presque de semaine en semaine, que j'ai retardé cette parution, mais là, voilà, je suis en train de finaliser les toutes dernières pages. Je fais une relecture de l'ensemble du document et donc vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit, j'insiste bien là-dessus, et je ne serai pas du style à vous abreuver non plus de mails promotionnels ou autres. Bon, je referme la parenthèse et je reviens à notre préoccupation, à notre sujet. Quel est le régime fiscal applicable? Bon, dans le cadre de cet épisode, je vais éliminer le régime réel. Pourquoi j'élimine le régime réel? Parce que je pars du principe que quelqu'un qui fait de la location meublée à titre accessoire va pas aller s'embarrasser du régime réel, sans doute plus intéressant sur le plan fiscal, mais quand même beaucoup plus lourd. On va faire des amortissements, on va être dans une logique quand même d'une comptabilité d'entreprise, puisqu'il s'agit d'une activité ici de nature commerciale. Bon, donc on va laisser de côté. Moi, je pars du principe que celui qui fait de la location meublée, non pas pour s'amuser évidemment, mais à titre accessoire, il veut pas se prendre la tête avec un comptable, il ne veut pas a priori déléguer une partie, voire la totalité de la gestion de ses revenus, il fait lui-même sa déclaration, donc il a intérêt à rester donc au régime micro. Et concernant le régime micro, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'on a une loi qui a été votée en novembre 2024 qui rabote les avantages fiscaux du régime micro quand on fait de la location meublée. C'est la loi Lemeur, du nom de la députée qui en est à l'origine. Attention, cette loi ne s'appliquera que pour les revenus de cette année, de 2025, qui seront déclarés en 2026. Donc en fait, en 2025, on fait une déclaration sur les revenus de l'année dernière, 2024, et ce sont donc toujours les anciens abattements
qui s'applique. La loi qui a été votée à la fin de l'année 2024 ne s'applique pas encore, ce qui fait que quand je suis au régime micro, que je fais de la location meublée, je bénéficie d'un abattement à 50% sur mes loyers encaissés lorsqu'il s'agit d'un meublé classique et d'un abattement à 71% quand il s'agit d'une location dite de tourisme. Et je rappelle là encore que qu'est-ce qu'on appelle une location de tourisme? Tout simplement, je me suis inscrit en mairie pour faire de la location de tourisme. Et éventuellement, j'ai dû subir une visite, en quelque sorte, de mon bien pour obtenir un agrément. Donc voilà. Alors certains ne veulent pas s'embarrasser de ça. Ils sont ils ne veulent pas spécialement être agréés location de tourisme. Alors ceux-là bénéficient d'un abattement à 50%. Même l'abattement à 50%, il est intéressant. Ça veut dire que si vous encaissez 10 000 € de loyer sur une année, vous n'en déclarez que 5 000, puisque l'abattement, il est censé prendre en charge la totalité de vos frais, charges déductibles, etc., que vous avez dû subir dans le cadre de cette location. Donc, on est toujours sur un régime ici qui n'a pas changé. Bon, a priori, c'est simple. Alors maintenant, allons au cœur du sujet. Est-ce qu'on peut bénéficier d'exonération? C'est-à-dire que si je ne recueille que quelques centaines, quelques milliers d'euros pour une location meublée dans mon appartement, j'insiste bien là-dessus, est-ce que je peux bénéficier d'exonération de dispositions fiscales particulières? Bon, oui, il en existe deux qui sont pas simples. Alors là, j'avoue que là-dessus, on pourrait simplifier quand même le système. Il y en a deux dont on a un peu de mal, il faut le reconnaître, à les séparer, voilà, parce qu'elles ont des logiques et des conditions particulières l'une et l'autre. Alors, premier système d'exonération, c'est une exonération pour les locations meublées avec un loyer modéré. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, le deuxième système d'exonération, c'est les locations meublées avec un revenu de location inférieur à 760 € par an. J'ai bien dit 760 € par an. Donc déjà, ça met les pendules à l'heure pour ceux qui prétendent que en dessous de 3 000, 5 000 €, admettons, parce que voilà, c'est parfois des choses assez contradictoires que j'ai pu entendre. J'ai pas besoin de déclarer, je ne paierai pas d'impôts. Bon, c'est faux. Les systèmes d'exonération qui existent, on va pas tourner autour du pot. Ils sont relativement modestes. Il faut pas en attendre des miracles à ce sujet. Alors, je vais commencer par le premier système d'exonération, la location d'une partie de son habitation principale à quelqu'un qui en a fait sa résidence principale ou temporaire. C'est comme ça qu'elle s'appelle, cette première exonération. Je répète, la location d'une partie de son habitation principale à quelqu'un qui en fait sa résidence principale ou temporaire. Tout ça, ça mérite d'être décrypté parce qu'on voit se dessiner un certain nombre de conditions pour en bénéficier. Il y en a trois, très précisément. La location, elle doit se faire au sein de mon habitation principale. Voilà. Donc, si je ne suis pas dans ce cas de figure, si je loue un bien ailleurs, sur un bien que je possède dans un autre immeuble, dans une autre ville, admettons, je ne suis pas dans ce cadre d'exonération. Donc là, la messe est dite, je peux passer directement à autre chose. Donc, il s'agit de mon habitation principale. Et là, attention à ce que l'on appelle une habitation principale et dans quel cadre je vais faire ma location. Je vais prendre deux exemples qui ont fait l'objet de deux décisions du Conseil d'État. Donc, voilà, pareil, une jurisprudence sur ce sujet qui est absolument abondante, mais qui va montrer à quel point les impôts peuvent être très exigeants sur ce que l'on qualifie d'habitation principale. Le premier exemple, on a un contribuable dont le bénéfice de l'exonération a été refusé par le Conseil d'État. Pourquoi? Parce qu'il louait des pièces à des étudiants, mais sauf que avant qu'il les loue à des étudiants, ces pièces, en tout cas cet immeuble, était affecté à l'usage d'un magasin. Donc il s'agissait absolument pas d'une habitation principale.
Bon, donc là, on en a conclu, le Conseil d'État en tout cas, on en a conclu que quelqu'un qui était dans ce cas de figure ne pouvait pas bénéficier de l'exonération. Donc vous voyez qu'on regarde éventuellement quelle était la destination du local, la destination de l'immeuble, la destination du bien, avant que vous ne mettiez en location meublé. Deuxième exemple, quelqu'un alors qui faisait sans aucun doute les choses avec une plus grande ampleur, puisqu'il louait 6 pièces au sein d'un logement de 10 pièces, qui a priori était son habitation principale, sauf que les pièces, les 6 pièces en question qui étaient louées, elles possédaient des entrées distinctes de celles du bailleur. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chambre que je louais quand j'étais étudiant, voilà, qui correspondait un petit peu à cette caractéristique. Mais bon, voilà, je pense pas que ce soit cette situation-là. Toujours est-il que là, ces pièces qui faisaient l'objet d'une entrée distincte de celle du bailleur dans son habitation, ont fait qu'on en a conclu qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une exonération. Bon. Donc, vous voyez, sur le terme habitation principale, il faut faire attention quand même. Deuxième condition, il faut que les pièces louées doivent être la résidence principale ou temporaire du locataire. Donc c'est pas tout le monde en fait, ce n'est pas tout le monde. Il va falloir que le propriétaire bailleur fasse attention au statut de son locataire. Alors par contre, il y a une exception qui est intéressante parce qu'on se dit oui mais quand je loue éventuellement une chambre dans mon habitation principale à un étudiant, cet étudiant, s'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents, ça devient pas son habitation principale. Alors pareil, dans ce cas-là, les impôts ont une réponse. Les étudiants qui logent pendant la durée de leurs études, on considère que c'est leur habitation principale pendant la durée de leurs études, même s'ils continuent d'être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Donc, voyez, on a là un critère qui est strict quand même, mais à étudier ici avec attention, puisqu'on a cette exception sur les étudiants. Alors plus intéressant, et je pense que vous attendez cette réponse avec attention, on a parlé tout à l'heure de limites raisonnables du loyer. Alors c'est quoi les limites raisonnables ? Bon. Alors là, le problème, c'est que les impôts, souvent sur des questions de ce type, ils ne nous donnent pas des informations très très précises sur ce qu'on appelle des limites raisonnables d'un loyer. Bon, heureusement, depuis quelques années, maintenant, on publie des indications qui nous permettent d'avoir quand même une approche assez raisonnable. Je vais vous la donner. Tous les ans, c'est réactualisé. Donc, pour 2024, on a les plafonds de ce qu'on appelle des limites raisonnables de loyer. C'est 206 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de-France et 152 € pour les locations réalisées dans les autres régions. Bon, ça, c'est par mètre carré et c'est par an. Hein. Attention à ça, faut pas imaginer qu'on est sur des plafonds mensuels. C'est des plafonds annuels. Donc, j'ai pris ma calculette pour donner un exemple précis. Si j'ai loué en 2024 dans mon habitation principale une chambre de 12 mètres carrés, que je suis en dehors de Paris, bon voilà, province au sens large, l'exonération, elle sera de 1 824 € par an. C'est-à-dire que si je suis au-dessus, je ne bénéficie pas de l'exonération. Si je suis en dessous, j'en bénéficie. C'est pas tant que ça, hein, parce que vous ramenez 1 824 € sur une durée d'une année, admettons, bon, même si un étudiant va peut-être louer 8 mois, 9 mois, on n'est pas sur un loyer très élevé, hein, du tout, du tout. Bon, alors donc là, la question, elle se pose franchement. Vaut-il mieux que je modère mon loyer pour bénéficier de l'exonération, ou alors, autre configuration, je m'en fiche complètement, je loue le montant que j'ai envie, je loue aux conditions du marché, parce que, soyons clairs là encore, ce plafond d'exonération, il est en dessous, voire très en dessous des conditions du marché, surtout que il y a un raisonnement qui est simpliste ici, hein, on raisonne Paris ou en dehors de Paris, oui, mais quid des villes où il y a une forte tension locative, Lyon,
Bordeaux, Montpellier, Nantes, pour citer celles qu'on connaît, ben, le plafond, c'est le plafond province qui va ici s'appliquer, et le plafond province, bon, bah, il est quand même là extrêmement limité. Bref, pour conclure provisoirement sur cette première exonération, on voit que, il y a des critères absolument fondamentaux et assez précis à remplir. Deuxièmement, on nous parle de limite raisonnable du loyer, donc je ne peux pas ici espérer obtenir des exonérations extrêmement élevées. Bon. Mais je vous ai dit qu'il y a une deuxième catégorie d'exonération, et c'est là que je trouve que quelque part on aurait pu simplifier l'ensemble et faire un système d'exonération unique. Bon, c'est pas le cas. Voilà, je vais pas hurler après l'administration, après les pouvoirs publics. C'est comme ça. La deuxième exonération, c'est lorsque je loue une partie de mon habitation principale. Donc toujours pareil, hein, on est toujours dans une logique que cette exonération ne bénéficie qu'à ceux qui louent une partie de leur habitation principale. Je la loue à quelqu'un qui n'y élit pas domicile. Vous voyez que la première exonération, c'était quelqu'un qui élit domicile et je bénéficie d'une exonération. Ici, c'est quelqu'un qui n'y élit pas domicile. Bon, bah, c'est la chambre d'hôte par définition. Bon, bah là, l'exonération, elle est de 760 € par an, point. Il n'y a pas particulièrement d'autres conditions. Donc, on a sur un système d'exonération ici qui est beaucoup plus souple, plus simple à appliquer. Mais attention à une chose, voilà, petite subtilité quand même, en cas de dépassement de recettes annuel de 760 €, c'est la totalité du loyer encaissé qui devient imposable. Et si vous ramenez les 760 €, bah imaginons, hein, là on est complètement dans quelqu'un qui fait du Airbnb et qui voilà loue une chambre dans son habitation principale à quelqu'un qui est de passage, en fin de compte, quelques nuitées dans l'année, bon, le plafond, il le dépasse quand même assez rapidement. Et vous voyez, c'est sur un point où j'aurais trouvé intéressant quand même que Airbnb communique un petit peu plus, à moins d'imaginer, mais peut-être que je suis mauvaise langue, que Airbnb ne voit pas l'intérêt d'être aussi clair que ça, parce que ça peut être dissuasif. Honnêtement, les gens qui imaginent qu'ils pourront pas déclarer une partie de leur loyer encaissé, bah, s'ils ont cette exonération, enfin en tout cas l'information sur cette exonération de manière précise, peut-être ils diront oui bon allez c'est bon, je ne loue pas. Donc il est peut-être pas toujours de l'intérêt d'Airbnb d'avoir une communication ultra transparente sur les conditions fiscales. Alors maintenant, si je fais le bilan, on voit que ces exonérations, elles sont assez restrictives. C'est pas automatique en fait. Voilà, quelqu'un qui par exemple fait du Airbnb dans son habitation principale, on voit que dans certains cas, il bénéficie de l'exonération et dans d'autres cas, il n'en bénéficie pas. Moi, je trouve que là, il y a tout intérêt à se rapprocher des impôts et voir, voilà, avec eux, hein, ils vous répondront en général très gentiment, à voir avec eux si jamais je loue mon bien, en tout cas si je loue une chambre ou deux, voire trois, hein, parfois vous avez des gens qui font ça à plus grande échelle, dans quel cas de figure je vais me situer, et ils vous répondront là de manière, bon voilà, pas vous engager dans des situations qu'après vous regretterez. En fait, il y a des cas où toutes ces exonérations que je viens de citer, enfin toutes, les deux que je viens de citer, elles s'appliquent pas. Un, c'est quand je loue un logement entier loué en saisonnier. Je pense à ceux qui louent leur habitation principale en totalité, par exemple 2 à 3 mois dans l'année. Ceux-là, ils sont pas concernés. Deuxième cas, les chambres louées dans ma résidence principale si les recettes sont supérieures à 760 € par an. Pareil, là, je n'ai absolument aucune exonération. Ou alors, troisième cas, des chambres louées dans une résidence secondaire. Oui, puisque tout ce que je vous ai dit là précédemment, ça ne concerne que ceux qui louent dans leur résidence principale.
Bah, moralité, on voit que en définitive, il y a quand même des restrictions assez importantes qui jouent et que, contrairement, là encore, à une idée reçue, et ce qui est un petit peu la chose que je dénonce parfois, sur de l'approximation, bah, il y a des cas où on déclare, ses revenus à l'euro près et que même 300 € encaissés dans l'année pour de la location meublée, je vais devoir les déclarer. Voilà, hein, il n'existe pas ici de système miracle en termes de meublé qui fasse que je sois exonéré. Avant de terminer, j'ai quasiment terminé, je voudrais parler un petit peu de la CFE, la cotisation foncière des entreprises, que l'on paye, enfin potentiellement, quand on fait de la location meublée. Et même si on est au régime micro, on peut éventuellement la payer. C'est pareil, là j'ai lu des trucs un peu contradictoires où des gens vous disent « Oui, mais la CFE, si t'es au régime micro, t'es pas concerné, si t'es au régime réel, bah tu deviens concerné. » Ben non, ça concerne tout le monde à partir du moment où on fait de la location meublée. Cette cotisation foncière des entreprises, dont le taux est un taux local, ça veut dire qu'en fait, selon la commune dans laquelle vous allez avoir votre activité, vous n'allez pas payer le même taux, donc il faut se renseigner sur le taux applicable. Pour autant, on peut dire que quand on fait de la location meublée modestement comme un complément de revenu, on a quand même beaucoup de chances de ne pas la payer. Il existe déjà une exonération à la première année d'activité. Première année d'activité, je ne paye pas de CFE. On a aussi des communes qui exonèrent de CFE les activités de location meublée de tourisme. Parce qu'elles veulent doper l'activité de location meublée de tourisme. Je pense notamment à des communes rurales qui vous exonèrent de CFE quand vous êtes dans cette situation-là. Donc là, pareil, il faut se renseigner auprès de votre commune pour voir si vous en bénéficiez. Il y a une exonération qui est très intéressante, puisqu'on est exonéré quand le montant des loyers encaissés est inférieur à 5 000 € sur une année. Donc, vous voyez, là, 5 000 € d'exonération, pas 5 000 € d'exonération, pas de CFE payé si on est en dessous d'un montant de loyer encaissé inférieur à 5 000 €, ça peut concerner quand même largement celles et ceux qui font un petit peu du complément de revenus à travers de la location meublée. Donc, on peut dire quand même que quand on fait de la petite location meublée en termes de revenus encaissés, on ne paie pas de cotisation foncière des entreprises, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà ce que je voulais vous dire de manière générale et assez rapidement sur cette question de la déclaration des revenus des loyers encaissés. Bon, pour terminer, deux petites choses. La première, je vous rappelle l'e-book pour lequel vous pouvez vous inscrire pour l'obtenir gratuitement. Voilà, les liens dans les notes de l'épisode. Et autre chose, si vous avez des questions concernant la fiscalité de la location meublée à me poser, vous m'envoyez un message, vous pouvez me l'envoyer par LinkedIn, vous pouvez me l'envoyer par mes réseaux sociaux, je suis sur Instagram, etc. Vous pouvez laisser un commentaire, soit sur YouTube, soit dans les notes sur Spotify ou Apple Podcast. Bon, peu importe, il y a beaucoup de moyens de me contacter. Et s'il y a assez de questions, je ferai un épisode de type FAQ, je répondrai à toutes ces questions. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai que j'ai abordé ce sujet de manière relativement rapide pour aller à l'essentiel et le faire de manière synthétique, mais il peut y avoir d'autres questions qui se posent. Sur ce, je vous souhaite une bonne déclaration d'impôt sur le revenu si vous êtes dans ce cas-là, et puis dans tous les cas, à très bientôt.